Après 10 jours de compétition saine, les deux tombent sur la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Le Mali entier boucle ainsi en apothéose l'année 2025 décrétée année de la culture par le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Innovation majeure à la cérémonie de clôture, les régions qui doivent organiser les 3 prochaines éditions sont connues. Conformément à la volonté de son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, la Biennale artistique et culturelle 2027 se déroulera dans la région de Bougouni. La Biennale artistique et culturelle édition 2029 se déroulera dans la région de Koulikoro. Et enfin, la Biennale artistique et culturelle édition 2031 se déroulera dans la région de Gao. Dans son discours de clôture, le Premier ministre a rappelé l'importance de l'organisation de la Biennale artistique et culturelle. Cette édition de la Biennale est très spéciale parce que c'est la première fois que cette grande activité artistique et culturelle se tient dans une région située au nord du Mali. Ceci est un symbole fort de résilience, de cohésion sociale et d'unité nationale. En effet, malgré les multiples défis, la Biennale a pu se tenir à Tombouctou, berceau du savoir et de la sagesse, grâce aux efforts conjugués de tous les Maliens et à la force de notre culture. La Biennale 2025 est d'autant plus symbolique qu'elle se tient dans la mythique cité de Tombouctou, perle du désert, carrefour ethnique et creusé où se côtoient des cultures, des coutumes et des mœurs divers. Ainsi, conformément à la vision du président de la transition, chef de l'État, la Biennale contribue incontestablement à la promotion accrue des talents de notre pays. C'est le lieu de féliciter le gouverneur de la région de Tombouctou, tous les gouverneurs de région et du district de Bamako, les présidents des conseils régionaux, les présidents des délégations spéciales pour leur implication personnelle, sans oublier les directeurs régionaux de la culture, les directeurs artistiques des troupes pour ce défi relevé et pour la bonne organisation de l'événement. Une mention spéciale à nos forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme et leur efficacité. Je voudrais également féliciter les communautés de la Confédération des États du Sahel, à savoir nos frères du Burkina Faso et du Niger, dont la participation a donné un éclat confédéral à cette biennale artistique et culturelle. Tombouctou 2025 restera gravé comme une étape majeure dans la renaissance culturelle de notre nation. Elle démontre que malgré les défis sécuritaires, économiques et sociaux, le Mali reste debout, fier de ses valeurs et confiant en son destin. Bougouni, Djouela, Tombouctou, tel est le tiercé gagnant de l'édition 2025 de la Biennale. Pour le Premier ministre, il n'y a pas de perdants à cette Biennale, il n'y a que des gagnants, car la jeunesse malienne, la culture malienne, bref, les Mali sont vainqueurs. Le prix spécial offert par le président de la transition a été remis par le chef du gouvernement à l'orchestre régional de Kidal. Les regards sont à présent tournés vers Bougouni, la capitale du Ban Monotier, pour l'édition 2027. Et à l'occasion de la cérémonie de clôture, le ministre de la Culture, Mahmoud Daffé, a prononcé un discours fort, chargé d'émotion, de reconnaissance et d'espoir, consacrant la culture comme l'un des piliers du Mali nouveau. Par cet événement d'envergure, Tombouctou 2025 vient ainsi couronner les activités phares de l'année de la culture. Moussa Kamara et Yacouba Koni. Sous les projecteurs et les ovations d'un public conquis, Tombouctou a renoué avec son souffle historique. Durant 10 jours, la ville mythique s'est imposée comme un carrefour de culture, de paix et de dialogue, accueillant artistes et délégations venus du Mali et d'ailleurs. Placée sous le signe de l'année de la culture, l'édition 2025 de la Biennale artistique et culturelle a marqué un tournant majeur, illustrant la capacité du Mali à faire de la culture un puissant levier de cohésion nationale et de rayonnement international. Nous sommes infiniment reconnaissants au chef de l'État pour avoir décrété 2025 comme année de la culture au Mali, afin de faire de la culture le pilier pour bâtir le Mali nouveau. À travers cette vision forte, il nous rappelle que la culture n'est pas seulement
un héritage du passé, mais un levier de dignité retrouvée, de l'unité nationale, de la souveraineté culturelle et le dialogue entre les peuples. Le ministre de la Culture, Mamoud Daffé, a salué une mobilisation historique et une organisation réussie, affirmant que cette biennale restera celle de la résilience, de l'unité nationale et de la renaissance culturelle du Mali. À travers cette édition, un message clair a été adressé. Tombouctou est de retour. Tombouctou is back. Non pas comme un slogan, mais comme une réalité vécue, assumée et partagée. Au-delà des prestations artistiques, la Biennale Tombouctou 2025 s'est distinguée par plusieurs innovations, notamment une meilleure intégration des jeunes talents et une ouverture renforcée sur les échanges interculturels. Le Forum mondial des civilisations, organisé dans le cadre de cette biennale, a élevé Tombouctou au rang d'espace international de dialogue, de réflexion et de contribution aux grands enjeux contemporains, de paix et de prospérité partagée. La Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 s'achève, mais l'élan est bel et bien lancé. Au stade municipal Baba Al-Kairou de Tombouctou, ils sont nombreux à s'exprimer sur la bonne organisation de l'édition 2025. Suivant les témoignages et les temps forts de cet événement avec nos reporters Saloum Konaté et Mauloud Tandina. C'est l'une des meilleures biennales que le Mali a organisées parce que Tombouctou a mis la barre très très haute. Depuis que les troupes sont là, l'organisation a été impeccable. La réception, les Djatguia, on a vécu ça à Tombouctou. On a pu réussir cette biennale parce que Tombouctou, dès à l'annonce, je crois que les gens étaient plus ou moins sceptiques et Tombouctou a gagné le pari. Tombouctou a ouvert la voie à la paix, à la cohésion, à l'entente. C'est ça la première impression pour dire encore que Tombouctou était vraiment la capitale de la culture du Mali. Je n'ai jamais vu Kaye est là. Je n'ai jamais vu Kilikoro est là. Je n'ai jamais vu Kidal est là. Je n'ai jamais vu Bougouni est là. Je n'ai jamais vu Kita est là. Tous les régions ils sont là. Et ça c'est un bonheur. Un très bel événement, l'événement de l'année. Vraiment, on ne peut que féliciter les organisateurs. On a passé 10 jours fameux ici avec des représentations culturelles, artistiques, jour et nuit. Félicitations. Je ne dirais pas que c'est la première, mais en tout cas pour Tombouctou, c'est exceptionnel. Tombouctou aussi qui a vu naître le projet du Djatiguia, d'où chaque quartier s'est occupé de quelques régions et à travers ça, les régions se sont vraiment senties à l'aise. On doit féliciter Tombouctou pour l'organisation de cette biennale-là. On n'y croyait pas, mais on vient de la tenir, cette biennale, et ça s'est bien déroulé. Et en marge de la biennale artistique et culturelle, le mouvement Trait d'Union a organisé un masterclass sur la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, une occasion pour parler de la légitimité des mécanismes endogènes. Cette rencontre participe surtout à la vulgarisation de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale aux populations de Tombouctou. Les détails de cette rencontre avec Bemba Sibi et Mauloud Tandina. La Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, un mécanisme endogène pour réconcilier les filles et les fils du Mali, est vulgarisé par le mouvement Trait d'Union en marge de la biennale. La rencontre qui s'est tenue au centre Ahmed Baba est très symbolique car l'illustre savant a été de toute sa vie un artisan de paix. Ahmed Baba, après avoir déporté pendant 14 ans au Maroc, à Marrakech, à son retour, les populations étaient sur les nerfs, voulant se venger contre les communautés marocaines. C'est ici, à cette place, où 160 érudits ont été froidement égorgés. Il a soulevé la main. Ne vous vengez jamais, ne prenez jamais la violence contre la violence, non. Ce trait d'union entre le passé et le présent, entre les mécanismes locaux de médiation et de résolution des conflits et la réalité de la crise, c'est ce que prend en compte la charte. Et c'est le document de référence pour une paix durable, a expliqué le ministre en charge de l'entrepreneuriat national, non moins présidente du mouvement Trait d'Union. On ne décrète pas la paix, on la construit ensemble.
J'invite les femmes et les jeunes à accompagner résolument le président de la transition dans sa vision d'un Mali uni, indivisible, souverain, au service de toutes les communautés, sans exclusion ni partialité. Personne ne fera ce Mali à notre place. Ces mécanismes ne s'opposent pas à la justice moderne. Ils humanisent le processus de paix et de réconciliation, a souligné le ministre Sall, avant de préciser à l'assistance que la paix n'est pas une capitulation, mais un acte de courage pour un développement durable. Culture toujours tenue à Taboya dans la région de Gao, des activités du festival culturel de Wani Feskio 2025. Initié par l'association des ressortissants et sympathisants de Wani Arso, le festival culturel de Wani vise à faire la promotion de la culture et renforcer les liens entre les communautés de Taboya dans le cercle de Bourema. On fait le point avec Ali Idrissa Maïka. Wani, village situé dans la commune rurale de Taboy, cercle de Bourem, région de Gao. C'est ici que l'association des ressortissants et sympathisants de Wani Arso a donné rendez-vous aux habitants des villages de la commune pour la 5e édition du festival culturel de Wani Feskio. La célébration du Feskio s'annonce comme un moment historique pour notre communauté dans le prolongement de la biennale artistique et culturelle qui se tient à Tombouctou. En s'inscrivant dans le cadre officiel de l'année de culture, Wani devient le creuset local du vivre ensemble et de l'espérance. 3 jours durant, les festivaliers venus des autres localités du Mali et de la diaspora ont communié dans l'entente et la cohésion. L'exposition et la dégustation du plat traditionnel, la danse takamba, les démonstrations et parades de chevaux, la course de pirogue et le passage des paysans sont entre autres activités qui ont marqué les journées culturelles de Wani. Nous sommes ravis de prendre part à ce festival. C'est un cadre d'échange entre tous les fils de Wani. Nous remercions l'association des ressortissants et sympathisants de Wani pour cette bonne initiative. La commune de Taboy a une superficie de 1452 km. 7 villages et 2 fractions, où vivant de l'élevage, agriculture et le pêcheur. Le thème retenu pour le Feskio 2025 est un emploi créé, un migrant de moins. Il est parrainé par Oumou Salsek, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, et Aïchata Alassane Sissé dite Château, membre du CNT. Au cours de ce festival, les initiateurs ont rendu un hommage à Feu Soumaïlou Diko et Al-Mustafa Nuhu Touré, tous anciens membres du bureau de l'ARSO, décédés en 2025. Actualité sur un tout autre plan. L'Agence nationale de la météorologie vient d'initier un atelier d'échange à l'intention des membres du CNT. Il s'agit de partager avec les législateurs les nouvelles orientations stratégiques prises par Mali Météo. L'objectif, disent-ils, est de renforcer la sécurité publique avec des informations d'impact. Youssef Diakité. L'une des missions principales de la météorologie, c'est d'étudier l'atmosphère et ses phénomènes pour analyser, prévoir le temps à court terme et anticiper les risques climatiques, tels que les tempêtes, les inondations, entre autres. Il s'agit d'assurer la sécurité publique et d'informer divers secteurs tels que l'aviation, l'agriculture, l'élevage, grâce à des données collectées par des satellites, radars et des stations. C'est pour mieux partager ces informations que l'Agence nationale de la météorologie organise cet atelier d'échange avec les membres du Conseil national de transition. Avant que l'homme ne parle, le ciel a parlé. Avant que la loi ne s'écrive, la nature avertit. Avant que le danger ne frappe le climat, il prévient. Aujourd'hui, le temps a changé. Les saisons sont devenues incertaines. Les phénomènes extrêmes. Et l'homme trop souvent détourne le regard, happé par le bruit, la vitesse et l'instantanéité. Face à cette dure réalité, nous, gardiens modernes du temps et du climat, répondons présents pour transformer l'alerte en action, le signal en décision et les risques en souveraineté. Le Conseil national de transition apprécie bien la démarche engagée par Mali Météo.
Le climat influence directement l'économie malienne. Agriculture, énergie, transport, santé et gestion des risques. Pourtant, les services climatiques sont encore sous-utilisés faute d'un cadre législatif robuste. L'objectif est de montrer aujourd'hui comment les législateurs peuvent transformer l'information climatique en levier économique. L'un des objectifs majeurs, disent-ils, c'est de participer à l'amélioration des modèles et à la compréhension des effets des changements climatiques par les législateurs. Je le disais, la section des comptes de la Cour suprême a rendu public son rapport sur la vérification du financement des partis politiques au Mali de 2000 à 2018. Le résultat de ce travail a fait ressortir un certain nombre de conclusions et recommandations que la section des comptes a voulu partager avec la presse. Il ressort de cette étude que l'État a financé les partis politiques à hauteur de 24 milliards de francs CFA. Cependant, suite à la décision de l'État de dissoudre les partis politiques, les enquêteurs de la section des comptes n'ont pas pu accéder aux locaux de ces anciennes formations politiques, d'où le caractère incomplet de leur travail. Plus de détails avec Alousseni Touri. À la demande du gouvernement, la section des comptes de la Cour suprême a mené une étude approfondie sur le financement public des partis politiques au Mali couvrant la période 2000-2025. L'objectif de ce travail était de recenser l'intégralité des fonds publics alloués par l'État sur ces 2 décennies. La quasi-totalité des responsables des ex-partis politiques ne nous ont pas transmis des documents sollicités et n'ont pas voulu rencontrer les membres de l'équipe de vérification, au motif qu'ils n'ont plus la qualité des responsables et d'autre part que les sièges ont été fermés et tous les personnels libérés. Cette limitation a amené la section des comptes à revoir l'étendue des travaux et la méthodologie d'audit. Les procédés habituels de vérification tels que les entretiens avec les partis pour collecter ou confirmer certaines informations, les visites de terrain et l'examen physique pour vérifier notamment la réalité des dépenses en termes d'existence, de consistance du patrimoine n'ont pu être mises en œuvre. Le rapport souligne une interruption notable des versements. Si le financement était régulier jusqu'en 2018, aucun parti n'a bénéficié de fonds publics entre 2019 et 2025. Par ailleurs, les enquêteurs ont été confrontés à une difficulté majeure, l'impossibilité d'accéder au livre de compte des formations politiques. Face à cette situation, qu'est-ce que la section a fait? Elle a usé de la revue documentaire et la revue analytique. De façon pratique, la revue documentaire et analytique a porté sur les rapports annuels de vérification produits par la section des comptes de la Cour suprême au titre des exercices 2000 à 2023, en ce qui concerne les partis politiques ayant déposé leurs comptes pour ces exercices. Les comptes et les documents annexes déposés à la section des comptes au titre de l'exercice 2024 par 52 partis politiques au plus tard le 31 mars 2025. 24 milliards de francs CFA ont été octroyés par l'État sur la période concernée. 144 partis politiques ont été audités. Les formations sans existence légale ou n'ayant jamais fourni de rapport financier ont été exclues de l'analyse. Les travaux de vérification ont porté sur d'abord le répertoire des partis politiques, les ressources, les charges, le patrimoine mobilier et immobilier des partis politiques, la tenue de la comptabilité, l'accomplissement par les partis politiques de la mission d'utilité dont ils sont investis et le respect de leurs obligations fiscales et sociales. Nous avons constaté que 151 partis, soit 51,2% du total des partis politiques, n'ont jamais déposé leur compte annuel à la section des comptes. La redevabilité étant un principe cardinal de bonne gouvernance, la Cour recommande pour l'avenir aux partis politiques de déposer régulièrement leur compte de gestion à la section des comptes. Au gouvernement de sanctionner le manquement à cette exigence
en insérant dans la future charte des partis politiques des dispositions relatives au retrait du récépissé, c'est-à-dire la dissolution, sur la situation globale des ressources. Les 144 partis qui ont déposé au moins une fois un compte de gestion ont déclaré des ressources s'élevant à 42 milliards 145 254 688 francs CFA au titre des exercices pour les comptes ont été déposés. Ces ressources se répartissent comme suit. Les ressources propres des partis, leur propre argent, si vous voulez, 16 milliards 646 845 105 francs. L'aide financière de l'État, 24 milliards 624 625 311 francs. Et les autres ressources, c'est-à-dire les dons et appuis, 873 784 272 francs. L'enjeu de cette étude dépasse le simple constat comptable. L'objectif ultime est de soumettre à l'État des recommandations permettant d'améliorer le futur cadre juridique régissant les partis politiques, a déclaré Abdoulaye Sow. 25e session du conseil d'administration de l'Agence de développement du Nord du Mali, ADNM. Cette session est consacrée à de nouvelles orientations pour rendre l'agence plus performante, mais aussi pour répondre aux attentes des populations du Nord du Mali. Il s'agit également pour les administrateurs d'examiner le budget 2026 et le plan de travail annuel de l'agence. Mamadou Fani. L'Agence de développement du Nord du Mali, ADNM, traverse une forte mutation pour répondre aux attentes de la population. C'est dans ce contexte qu'intervient la 25e session de son conseil d'administration. C'est donc une session qui va apporter un nouveau souffle à l'agence. Notre pays s'engage résolument dans un processus de refondation, de consolidation de la paix et de développement équitable. L'ADNM, par sa vocation, se doit d'être à l'avant-garde de cette dynamique. C'est pourquoi cette session ne doit pas être une simple formalité administrative, mais un véritable cadre stratégique pour insuffler un nouveau souffle à l'agence. Et redonner à l'ADNM toute sa pertinence, c'est faire le choix du changement, de la performance, de la redevabilité et de l'impact. Cela implique des réformes structurelles, une gouvernance améliorée, une gestion axée sur les résultats et surtout une capacité à renforcer, à mobiliser et gérer les ressources au service des priorités locales. Il s'agit donc pour les administrateurs de l'agence de réfléchir collectivement à une redynamisation du fonctionnement de l'ADNM pour une meilleure articulation avec les politiques publiques nationales et locales avec une adaptation de ces outils aux réalités du terrain. L'AGETIC, Agence des technologies de l'information et de la communication, a tenu ce matin la 22e session ordinaire de son conseil d'administration. Au menu, l'examen du rapport d'activité de l'agence au titre de l'année 2025, le projet de programme d'activité 2026. Et pour mener à bien les activités de l'année 2026, l'agence dispose d'un budget prévisionnel de plus de 9 milliards 900 millions de francs CFA, compte rendu Sokona Kamisoko. S'il y a un défi que compte relever l'Agence des technologies de l'information et de la communication, c'est bien la digitalisation de l'administration malienne, une initiative présidentielle qui vise à moderniser tout le secteur du développement du pays. Dans ce cadre, l'AGETIC a poursuivi la réalisation de l'intranet de l'administration consistant à interconnecter progressivement l'ensemble des services publics et parapublics dans un réseau privé et sécurisé. Ce réseau a permis de réaliser un système d'information cohérent et sécurisé pour l'administration, contribuant ainsi à l'instauration de la souveraineté numérique, au renforcement du système d'information de l'État et à la transparence dans la gestion des affaires publiques, bref, de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, plus que jamais, cet intranet a besoin d'être consolidé, mieux sécurisé et étendu aux nouvelles régions administratives. Dans un contexte de menaces liées aux attaques de tout genre dans le cyberespace, ce contexte exige de nous la prise de dispositions urgentes pour accroître l'usage de nos produits et services numériques développés par des compétences nationales. En plus de cela,
l'AGETIC, conformément à sa mission, a exécuté l'essentiel de ses activités. Cette année, nous avons pu étendre les réseaux à de nouvelles structures. Nous avons pu entretenir également l'ensemble du réseau. Nous avons aussi assuré la gestion du nom de domaine du Mali nouvellement rapatrié. Nous sommes à une trentaine de bureaux d'enregistrement. Des résultats engagés grâce à la résilience du personnel, une dynamique qui devra être maintenue et renforcée pour les années à venir. Nous avons eu à saluer les efforts de l'AGETIC pour la réussite du rapatriement ayant contribué à la souveraineté et au renforcement de la confiance numérique. C'est le lieu d'inviter les acteurs des secteurs publics et privés et de la société civile à s'investir davantage pour faire la promotion du nom de domaine de notre pays sur Internet, les .ml. Cela passe par la création et l'utilisation de noms de domaine associés au .ml dans des activités quotidiennes afin d'assurer la visibilité du Mali dans le cyberespace. S'agissant de l'utilisation de la messagerie gouvernementale, un projet de décret est dans le circuit d'approbation du gouvernement afin de rendre obligatoire son utilisation. Toute chose qui contribuera davantage à une meilleure sécurisation des documents et des échanges électroniques au sein de l'administration. Pour mener à bien le programme d'activité 2026, l'agence se dote d'un budget de plus de 9,966 milliards de francs CFA. Un budget qui connaît une diminution de plus de 20 millions de francs CFA, soit 0,67% par rapport à celui de 2025. Clôture des activités de l'année 2025 de l'Union des associations et des coordinations d'associations pour le développement et la défense des droits des démunis au Mandé. C'était ce week-end à Samaniana à la faveur d'un forum qui a réuni les habitants de nombreux villages de la localité. Ces activités ont notamment porté sur la protection de l'environnement et la gestion des semences agricoles et dont le bilan est jugé satisfaisant. Nos envoyés spéciaux des retours de Samaniana, Tchemoro Konate et Gausuturi. Agroécologie paysanne, gestion des semences agricoles et protection de l'environnement, notamment les ressources en eau. Ce sont là, entre autres activités menées cette année par l'Union des associations et des coordinations d'associations pour le développement et la défense des droits des démunis dans les 11 communes du Mandé. Des activités qui s'inscrivent dans le cadre d'un programme dénommé Terroir en agroécologie paysanne. Le programme en question est adossé à la loi foncière agricole adopté dans le but de désamorcer les conflits fonciers au Mali. C'est pour que les différentes législations foncières puissent collaborer, qu'il n'y a pas de dysfonctionnement. Vous savez tous que dans le passé, il y a eu trop de dysfonctionnements et de vides juridiques, surtout dans les différentes gestions de la terre, qui a fait que 30% des conflits étaient liés aux fonciers et à la terre. Ce forum marque la fin du programme d'activité de l'année qui s'achève. Occasion pour les responsables de l'Union de se prononcer sur le bilan jugé satisfaisant grâce à l'information et à la sensibilisation des communautés. L'État, par la loi foncière agricole, a mis une structure bien au village, qui est une structure d'État à travers la commission dont le chef de village est le responsable. Au-delà de leur médaille, ils sont les présidents de la commission foncière agricole. C'est eux qui signent les attestations de détention coutumière. Ça leur donne un poids, une responsabilité d'être écoutés. Le foncier a toujours suscité vraiment des litiges. Depuis mon arrivée à nos jours avec l'Union, donc nous constatons que le litige commence à diminuer beaucoup. On est en train vraiment de sensibiliser et informer la communauté par rapport à l'arrêt de certaines activités telles que le dracage, la bonne gestion des eaux, les terres, la biodiversité dans le cadre vraiment du développement des territoires en agroécologie. Voilà pourquoi l'Union des associations et des coordinations d'associations pour le développement et la défense des droits des démunis et ses partenaires se proposent de développer un système de promotion des semences du terroir. Au Burkina Faso, la police nationale a 76 ans d'existence, 76 ans d'engagement et d'abnégation. La célébration de cet anniversaire a été l'occasion de reconnaître les mérites des policiers qui se sont illustrés dans la lutte contre le terrorisme et l'innovation au cours de l'année. Les reportages de Pintier Nianou. C'est lui le meilleur policier de l'année 2025.
Le sergent-chef de police Pagindamba Thiombiano et commandant du bataillon mixte de Marche Nanga a convaincu les membres du jury par son dévouement, son engagement aux côtés des autres forces de défense et de sécurité dans la reconquête du territoire national. À ce 76e anniversaire de la police nationale, il reçoit les félicitations et les encouragements de sa plus haute hiérarchie. Il repart avec un trophée, des gadgets et une moto offerte par l'association des femmes policières. Ce prix est dédié à mes camarades combattants qui sont tombés sur le champ de bataille. Avec cette reconnaissance, nous sommes prêts à prendre encore davantage des risques pour la libération totale de la patrie. Cette année, en plus du prix du meilleur policier, il est introduit le prix de l'innovation. Ce prix est remporté par le sergent-chef de police Adama Zango. Un prix destiné aux policiers ou à la policière pour sa qualité et sa capacité à innover dans le cadre de la sécurité pour booster le rendement de l'institution policière. Dans le cadre de ces célébrations, nous avons voulu mettre en avant l'innovation. Donc c'est dans ce sens que la célébration est placée sous la thématique de l'approche innovante pour la sécurité au quotidien. Aujourd'hui, nous sommes fiers de notre police nationale. Il est aussi à rappeler que 2023-2024, ils ont été la meilleure police. Et le gouvernement s'engage à mettre tous les moyens à leur disposition pour que non seulement on occupe ce rang, mais également pour qu'ils puissent mieux faire leur travail et ce pour le bonheur de la population. La police nationale, ce sont 76 ans d'engagement, d'abnégation et de loyauté dans la lutte contre la criminalité urbaine, la gestion de la menace informationnelle et la lutte contre le terrorisme. Au Niger, la 46e édition du sabre national de lutte traditionnelle, marquant également le cinquantenaire de cette compétition sportive et culturelle, s'est refermée à Tawa après 10 jours d'intenses compétitions. La grande finale a opposé Noura Hassan à Zakirou Zakari, avec à la clé le sacre de Noura Hassan, intronisé 28e roi des arènes nigériennes. La compétition a réuni 80 lutteurs issus des 8 régions du Niger, soit 10 lutteurs par région. La cérémonie de clôture a été présidée par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. Compte rendu Assimi Abdoulaye. La 46e édition du sabre national Tawa 2025 s'est terminée en apothéose, dans une ambiance festive, décrivant l'unité nationale et la cohésion sociale au Niger. Cette cérémonie de clôture, placée sous l'égide du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a vu la présence des membres du CNSP, ceux du gouvernement et plusieurs invités de marque. Cette année encore, le sport roi du Niger, célébrant son cinquantenaire, a rassemblé les Nigériens dans la communion des cœurs et des esprits autour d'un thème fédérateur. 50 ans de lutte au Niger, au cœur de la souveraineté, du patriotisme et de la refondation du Niger. Ces derniers jours, la reine Hamid Medere a vibré au rythme de la force, de la technique et surtout du respect mutuel. Durant cette édition, nos lutteurs n'ont pas seulement montré la force physique, ils ont illustré les valeurs de notre communauté, qui sont la discipline, la persévérance et la fraternité. La troisième place a opposé les deux lutteurs de Maradi, Mati Souley, Anver et Cheibou Arji. Un duel entre coéquipiers ayant été de courte durée. Cheibou Arji amorce une attaque par un cliquet haut poitrine suivi d'un croche-pied et d'un tassement. Et ça n'est fini. Et s'adjuge la troisième place. Ensuite, la grande finale, là également entre coéquipiers, Nour Hassan en ceinture orange et Zakirou Zakari, tous deux de Tawa. Deux lutteurs ayant accompli un parcours exceptionnel jusqu'à cette étape finale de la compétition. Nour Hassan, champion du Niger 2025, un moment de symbiose apprécié par le Premier ministre. Le sabre a quitté Niamey, est venu à Tawa, il reste à Tawa. Une des premières, en tout cas rares fois où on a le champion et les vice-champions qui sont de la même région, il faut les féliciter. C'est le moment aussi où il faut remercier ceux qui se sont déplacés, notamment nos voisins et parents du Nigeria. Et nous avons également ceux qui sont venus du Mali, du Burkina. C'est vraiment un moment de symbiose. La remise des prix individuels a été le clou de cette cérémonie grandiose. Le prix du champion des malvoyants, celui de l'AES et le trophée tant convoité, le sabre national, remis par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen à Nour Hassan, le nouveau roi des arènes.
La mutuelle de l'armée de terre dispose actuellement de plus de 11 milliards de francs CFA dans sa caisse. L'information a été rendue publique lors de la 9e session de l'Assemblée générale ordinaire du conseil d'administration de la dite mutuelle. Cette assemblée a permis de faire le point sur la situation financière de la mutuelle et de dégager les perspectives. Elle était présidée par le général de brigade Toumani Kone, chef d'état-major de l'armée de terre. Sidiki Diarra pour le compte-rendu. La mutualité de l'armée des mers, un pilier social essentiel des forces armées maliennes, elle assure une couverture complémentaire et un soutien constant aux militaires et à leurs familles. C'est dans ce cadre que les mutualistes de l'armée des terres ont tenu leur assemblée générale ordinaire. Au cours de l'exercice qui vient de s'achever, les dossiers qui sont parvenus au bureau permanent se rapportent pour l'essentiel à la retraite, au décès ou au transfert. Tous ont été traités de façon diligente. Nous pouvons dire que notre mutuelle se porte à merveille, eu égard à l'exécution intégrale des missions programmées. Selon le président du conseil d'administration, cette assemblée générale constitue un cadre stratégique d'évaluation et de projection. Elle permet de consolider les acquis et de mieux préparer l'année 2026. Depuis 2016, notre mutuelle a entamé un processus structurant de réorganisation et de redynamisation. Ce chantier de fond, amorcé avec volonté, a permis de corriger plusieurs insuffisances et d'assainir la gestion et bâtir progressivement une institution solide, transparente et tournée de l'amélioration des services. Malgré les défis, la mutuelle continue à s'adapter au rythme des mutations internes de l'armée de terre. Nous avons notamment su faire face à la réadaptation progressive induite par le départ de certains services, en particulier celui de la direction du matériel, des hydrocarbures et du transport des armées. Ces départs ont exigé une révision de notre organisation interne et une redéfinition des mécanismes de solidarité au sein de notre réseau. Les décisions issues de cette session visent à renforcer la solidarité, la gouvernance et la base financière de la mutuelle au bénéfice des mutualistes et de leurs familles. Du 20 au 31 décembre 2025, les acteurs impliqués dans le financement de la santé sont réunis à l'occasion d'un atelier d'information consacré à la mise en œuvre du régime d'assurance maladie universelle à Ramu. Organisé par le ministère de la Santé et du Développement social, il s'agit de contribuer à une mise en œuvre efficace et durable du régime d'assurance maladie universelle à travers une meilleure information et une sensibilisation accrue des acteurs sur les mécanismes de financement du Ramu. Le compte rendu de Maïmouna Guindo et Abdul Salam Bambara. Assurer des soins de santé accessibles à tous passe d'abord par un financement bien compris et bien maîtrisé. Une exigence qui justifie la tenue de ce cadre d'information sur le financement de la santé dans la mise en œuvre du régime d'assurance maladie universelle. Il vise à contribuer à une application effective et durable du RAMU à travers la sensibilisation et l'information sur les mécanismes de financement du régime. La grande majorité de nos compatriotes, paysans, éleveurs, artisans, commerçants et acteurs du secteur informel demeurent ainsi exposés aux risques financiers liés à la maladie. Le RAMU constitue une réforme majeure, structurante, inclusive et solidaire et construit les acquis essentiels de l'AMO, notamment le mécanisme du tiers payant, tout en élargissant la couverture maladie à toutes les couches sociales, sans distinction de statut, de profession ou de lieu de résidence. Les participants échangent sur l'architecture actuelle du financement de la santé, identifient les contraintes institutionnelles, techniques et financières et examinent les rôles et responsabilités des différents acteurs impliqués. Il offre également un cadre de dialogue stratégique permettant d'analyser les contraintes actuelles, de partager les expériences et d'identifier les leviers d'action concrets en vue de renforcer la soutenabilité financière du RAMU. C'est en tenant compte de ces réalités et en conjuguant nos efforts que nous pourrons bâtir un système de santé durable, équitable et véritablement adapté aux besoins de l'ensemble de nos concitoyens. L'atelier se déroulera sur 3 jours et adoptera une approche participative et interactive combinant des communications introductives et thématiques comme des travaux de groupe, entre autres.
Parlons santé à présent. Focus Santé de ce soir porte sur une maladie méconnue par la population. Il s'agit de l'hémophilie. Cette pathologie génétique a une manifestation hémorragique. Elle peut être interne ou externe. Les personnes qui en souffrent doivent éviter des blessures pour ne pas perdre beaucoup de sang. Selon les estimations, plus de 90% des hémophiles ne se sont pas encore fait diagnostiquer au Mali. Suivez en rediffusion ce numéro de Focus Santé avec Koumba Sissé et Omar Katraouri. Le sang est indispensable dans le fonctionnement de l'organisme humain. À travers une simple blessure, certaines personnes perdent banalement ce liquide précieux. Si rien n'est fait, cela peut malheureusement tourner au vinaigre, voire provoquer la mort. La maladie qui est généralement à la base de cet écoulement sanguin s'appelle l'hémophilie. Il en existe deux types, A et B. Les malades qui en souffrent ont du mal à coaguler leur sang une fois qu'ils ont une blessure. Et cela est dû à un déficit en facteur de coagulation qui le plus souvent est génétique. Mais à côté, il y a une forme qu'on appelle l'hémophilie acquise qui est purement immunologique, qui est associée à d'autres maladies. C'est une maladie d'origine liée au chromosome X que nous héritons de nos parents le plus souvent. En plus de la perte du sang, les hémophiles souffrent aussi des douleurs et des gonflements articulaires. Magan Touré et Mamadou Diarra souffrent tous de l'hémophilie. C'est suite à la circoncision que la maladie a été diagnostiquée chez eux. Si je tombe et que je me blesse, le sang ne s'arrête pas. Quand je marche longtemps, mes pieds gonflent aussi. J'ai souvent des maux de tête aigus et des vertiges. Je ne peux pas jouer au ballon et je fais très attention aux objets tranchants. C'est lors de la circoncision que la maladie a été découverte chez moi, car j'ai perdu beaucoup de sang. Je souffre des douleurs articulaires. Koulibaly Koumba Sidibé a également des hémophiles chez elle. Aujourd'hui, le seul traitement possible pour réguler la coagulation du sang est l'injection. C'est pourquoi les hémophiles reçoivent chaque mois une dose de piqûre. C'est un traitement à vie, c'est-à-dire que quelque chose qui est lié à notre constitution, on ne peut pas le guérir totalement, mais on peut donner des traitements pour arrêter les saignements en cas de blessure parce que la cause étant connue, donc il suffit juste d'apporter des concentrés de facteurs. Vous avez deux grands groupes, sinon trois types de médicaments. Ça c'est Alprolix, ça c'est le facteur 9, donc ça c'est pour les hémophiles B. Maintenant, ça c'est le facteur 8, donc il y a trois types. En cas de saignement aigu, donc ça on fait matin et soir en fonction du poids. Maintenant il y a un troisième type, ça c'est un anticorps monoclonal, ça dit quoi? Ce n'est pas du facteur, mais c'est un stimulateur qui va entraîner le fait que l'organisme doit produire le facteur. Ça, c'est donné en prophylaxie. Ça dit quoi? C'est pour prévenir les saignements. Pour la forme immunologique, il faut vraiment donner des immunosuppresseurs et traiter la cause. Tous ces médicaments que vous voyez sont des dons de la Fédération mondiale et ça coûte excessivement cher. Pour lutter contre cette maladie, les pays en voie de développement doivent relever certains défis. Les défis, il faut considérer trois niveaux. Le premier niveau, ça c'est au niveau du diagnostic. Je crois qu'au Mali, on a fait un grand pas, mais il y a encore des choses à améliorer parce que en dehors de l'hémophilie A, B, et chez l'homme, il est difficile de faire le diagnostic chez la femme. Parce que ça demande de faire des tests génétiques spécifiques que nous n'avons pas à disposition ici. Alors, le second défi, c'est surtout l'accès aux médicaments. Le troisième défi, ça c'est l'accès à l'information. Au Mali, sur la population de 22 millions d'habitants, selon les estimations de la Fédération mondiale, il existera à peu près plus de 3800 hémophiles attendus. Pour tout saignement qui ne cesse pas, approchez immédiatement les structures sanitaires pour une prise en charge rapide avant que le ou la malade ne se vide de son sang. À retrouver désormais dans vos kiosques un numéro spécial du journal La Sirène. Un numéro spécial qui se veut à la fois un regard rétrospectif sur le parcours du journal, une valorisation des efforts consentis par l'ensemble de l'équipe rédactionnelle,
une projection vers les défis futurs du paysage médiatique. À lire absolument. Et ainsi s'achève cette édition que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, s'il plaît à Dieu.